L'air à l'intérieur de l'église historique du 8e arrondissement de Paris était lourd du parfum des lys blancs et de l'encens, un mélange opulent qui semblait s'accrocher aux somptueux costumes et robes de haute couture. Des lustres en cristal pendaient des voûtes gothiques, projetant une lumière douce et dorée sur l'assemblée, une collection soigneusement choisie de la haute société parisienne. Le murmure des conversations polies était le seul son qui troublait le silence solennel. Un bruit de fond pour ce qui était annoncé comme le mariage de l'année. Chaque détail, des arrangements floraux immaculés au programme en papier cartonné, criait la perfection et la richesse. Pourtant, sous cette surface impeccable, une froideur protocolaire régnait. C était moins une célébration de l'amour qu'une fusion stratégique d'empire, un spectacle magnifiquement orchestré où chaque invité jouait son rôle avec une précision étudiée, transformant la chaleur humaine en un simple élément de décor. Debout devant l'autel, Antoine Lambert incarnait cette perfection calculée. À 42 ans, ce magnate de l'immobilier, PDG d'un des plus grands groupes de BTP du pays, portait un costume sur mesure qui semblait avoir été taillé pour un roi. Sa posture était droite, son sourire poli et figé, un masque habilement conçu pour les photographes et les regards scrutateurs. Mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ils étaient distants, vides, observant la scène comme s'il était un simple spectateur de sa propre vie. Il allait épouser l'héritière d'une autre famille influente, suivant à la lettre le scénario que la société attendait de lui. Il avait conquis tout ce que l'argent pouvait acheter. Du Penthouse, avec vue sur la tour Eiffel au respect craintif de ses pairs, mais il ressentait un vide existentiel si profond qu'aucun succès matériel ne pouvait le combler. Le prêtre, avec une voix douce et cérémonieuse, posa la question rituelle qui fit retenir son souffle à l'Assemblée. Si quelqu'un a une raison de s'opposer à cette union, qu'il parle maintenant ou se taise à jamais. Un silence pesant s'installa. Un moment de pure tradition. C'est alors que les lourdes portes en chêne de l'église s'ouvrirent en grand, avec un grincement dramatique qui résonna jusqu'à l'autel. Tous les regards se tournèrent vers la silhouette qui se découpait dans la lumière crue de l'après-midi. C était Chloé, vêtue d'une robe rouge vibrant, une couleur si audacieuse qu'elle semblait une déclaration de guerre à la palette de tons pastel et de blanc qui dominait la cérémonie. Dans ses bras, elle tenait un petit bébé, une ancre émotionnelle au milieu de la tempête qu'elle s'apprêtait à déchaîner. Ignorant les chuchotements choqués et les regards accusateurs, elle s'avança dans l'allée avec une détermination farouche. Le bruit de ses talons sur le sol en marbre était le seul son dans les églises glaciales. Chaque pas la rapprochait de l'autel, de l'homme qui avait autrefois été son monde et qui se tenait maintenant au bord d'une autre vie. Elle s'arrêta juste devant lui, ses yeux fixés sur les siens, un univers de douleur et de résolution dans son regard. La mariée la foudroya du regard, une expression d'incrédulité et d'humiliation se dessinant sur son visage parfait. Chloé prit une profonde inspiration, sa voix tremblante mais ferme, portant dans le silence absolu. « Antoine, tu ne peux pas te marier. » Elle fit une pause, laissant le poids de ses mots s'installer. Puis elle souleva légèrement l'enfant dans ses bras pour que tout le monde puisse la voir. « Parce que voici, » continua-t-elle, sa voix se brisant sur les derniers mots, « Sophia, ta fille. » Un murmure collectif ondula à travers la foule, le son d'un scandale naissant, la détonation qui venait de faire voler en éclats un monde d'apparence. L'air froid de Paris les saisit dès qu'ils franchirent le portail, un contraste brutal avec l'atmosphère étouffante de l'église. Derrière eux, un monde d'illusions brisées et de promesses rompues s'effondrait dans un chaos feutré. La mariée, devenue une statue de fureur glaciale, les invités, une marée de murmures réprobateurs, et les familles, des visages pétrifiés par le scandale. Mais pour Antoine, tout cela semblait déjà lointain, irréel. Son univers S était contracté pour ne contenir que Chloé, sa robe rouge une flamme de défi contre la pierre grise, et le petit pois chaud et vivant dans ses propres bras. Il la guida vers une berline noire qui attendait, sa main protectrice mais hésitante sur son dos.
Le claquement de la portière fut comme un sceau définitif, les coupant de la vie qu'il venait de pulvériser publiquement. Le silence dans la voiture était dense, lourd de tout ce qui n'avait pas été dit, le seul son étant le ronronnement du moteur les emportant vers un avenir incertain. Leur histoire avait commencé bien avant, dans le silence aseptisé de son bureau, au sommet d'une tour de la Défense. Chloé N était alors que son assistante personnelle, une présence discrète et d'une efficacité redoutable. Mais elle était la seule qui voyait au-delà de l'armure du PDG. Elle voyait les ombres de fatigue sous ses yeux, la solitude dans son regard perdu sur la ville. Un soir, alors qu'il travaillait tard sur un dossier complexe, elle lui avait simplement demandé s'il était heureux. La question, si simple et si directe, l'avait désarmé. Personne ne lui avait jamais demandé cela. Ce soir-là, il ne lui avait pas parlé de contrat ou de fusion, mais de son rêve d'enfant de construire des cabanes dans les arbres. Un rêve enfoui sous des décennies d'ambition. C'est là, dans cet aveu inattendu, que leur lien avait véritablement commencé à se tisser. Leur amour était né dans la clandestinité. Un jardin secret, cultivé à l'abri des regards de la haute société. C étaient des dîners dans de petits bistrots de Montmartre où personne ne le reconnaissait, des promenades main dans la main le long de la Seine, la nuit où il pouvait enfin respirer. Avec elle, il n'était pas Antoine Lambert, le magnate de l'immobilier, mais simplement Antoine. Il riait, il se confiait, il se sentait vivant d'une manière qu'aucun succès professionnel ne lui avait jamais procuré. Elle était son échappatoire, sa réalité dans un monde d'apparence. Mais cette dualité était un poison lent. Chaque moment de bonheur était teinté par la peur d'être découvert, la peur de devoir choisir entre ce monde de conventions qu'il avait fait roi et la femme qui lui avait rendu son humanité. La nouvelle de la grossesse de Chloé fut le catalyseur qui fit voler en éclats leur fragile équilibre. Pour elle, C.E. était un mélange de joie immense et de terreur profonde. Pour lui, ce fut un choc sismique qui réveilla ses démons les plus anciens. Le fantôme de son propre père, un homme qui l'avait abandonné sans un regard en arrière, ressurgit avec une violence inouïe. La paternité haine n'était pas pour lui une promesse de bonheur, mais la menace de répéter un cycle de douleur. Paniqué, lâche, il lui avait offert de l'argent, une vie confortable loin de lui, tout sauf la reconnaissance. Il lui avait demandé de disparaître. Ce jour-là, en voyant le regard de Chloé se voiler de douleur et de déception, il avait senti une partie de lui-même mourir. Mais la peur avait été plus forte que l'amour. Il avait choisi son empire, son nom, et avait scellé sa propre solitude. La première nuit ensemble, après le mariage avorté, fut un étrange ballet de maladresse et de émotions contenues. Antoine les avait installés dans une suite de l'hôtel Le Bristol, une cage dorée pour les protéger du monde extérieur. Il observait, fasciné et terrifié, Chloé s'occupait de Sophia avec une aisance qui lui était totalement étrangère. Chaque geste était un langage d'amour qu'il ne comprenait pas. Quand elle lui tendit le bébé, il hésita, ses mains lui semblant trop grandes, trop rudes pour quelque chose d'aussi fragile. Le silence était rompu que par le bourdonnement incessant de leur téléphone. Les notifications des sites d'information fusaient, leur visage déjà en première page. Le scandale N était plus une déflagration privée, mais un incendie public. C'est dans des moments comme celui-ci, face à un monde qui juge sans comprendre, qu'on réalise la force qu'il faut pour suivre son cœur. Si ces histoires de courage vous touchent, pensez à vous abonner pour nous aider à en partager davantage. La pression extérieure ne tarda pas à devenir un véritable siège. Les appels de son conseil d'administration, de sa famille furieuse, de ses avocats paniqués, se succédaient sans relâche. La famille de la fiancée éconduite, humiliée publiquement, lança une offensive dévastatrice. Un procès en rupture de promesse de mariage se chiffrant en plusieurs millions d'euros. Une manœuvre calculée pour l'affaiblir financièrement et moralement. Les médias s'emparèrent de l'affaire avec une voracité cruelle, le dépeignant comme un homme instable et irresponsable, et Chloé comme une calculatrice vénale.
Les titres des journaux à scandale étaient des coups de poignard, la transformant en caricature, en briseuse de ménage. Ils étaient devenus des parias, isolés dans leur suite luxueuse, tandis que le monde qui l'avait dominé s'acharnait à les détruire. Loin des caméras et des jugements, la façade solide que Chloé avait affichée à l'église commençait à se fissurer. Une nuit, alors qu'Antoine était au téléphone avec ses avocats, elle regarda Sophia dormir paisiblement dans son berceau. Toute la fatigue et l'anxiété des derniers mois la submergèrent. Elle se revit, seule, dans son petit appartement, montant ce même berceau avec des larmes de frustration et de solitude coulant sur ses joues. Elle se souvint des rendez-vous médicaux où les autres couples se tenaient de la main, des regards apitoyés de ses voisins. Elle n'avait jamais voulu de cette guerre, de ce drame public. Tout ce qu'elle avait toujours souhaité, était de donner à sa fille un père, un homme qui la regarderait avec la même fierté qu'elle. Elle n'était pas une guerrière, juste une mère qui avait poussé son dernier cri de désespoir. De son côté, Antoine était en proie à un conflit intérieur encore plus violent. En observant Chloé, épuisée mais toujours si attentive à Sophia, il voyait le reflet de sa propre lâcheté. Le souvenir de son enfance le hantait. Il se revoyait, petit garçon, assis sur le rebord de la fenêtre, attendant une voiture qui ne revenait jamais. La peur de devenir cet homme, de faire porter à Sophia le même poids de l'abandon, était une angoisse physique, une boule dans sa gorge qui l'empêchait de respirer. Chaque gazouillis de sa fille était à la fois un miracle et une accusation. Comment pouvait-il être un père, lui qui n'avait jamais eu de modèle? Comment pouvait-il construire une famille, lui qui n'avait su que construire des murs, autant autour de son cœur que dans les rues de Paris? Au milieu de la nuit, un cri aigu brisa la paix fragile de la suite. Sophia était brûlante de fièvre. Chloé, à bout de nerfs, fut prise de panique. C'est à cet instant qu'Antoine agit. L'homme hésitant disparut, remplacé par une efficacité surprenante. D'une voix calme et autoritaire, il appela un médecin de confiance. Puis il prit Sophia dans ses bras, la berçant doucement et lui murmurant des mots apaisants tout en épongeant son petit front. Il veilla toute la nuit, refusant de la lâcher, sentant sa respiration fragile contre sa poitrine. Dans l'obscurité silencieuse de la chambre d'hôtel, seulement éclairé par les lumières de la ville, le magnate qui avait bâti un empire sentit une nouvelle fondation s'installer en lui, non pas faite d'acier et de béton, mais d'un amour pur et inconditionnel. Parfois, il faut une crise pour nous révéler à nous-mêmes, pour nous montrer ce qui compte vraiment. Votre soutien en vous abonnant nous permet de continuer à raconter ces instants de profonde transformation humaine. Le lendemain matin, la fièvre était tombée. Et avec elle, une partie de la tension entre eux. Chloé le regarda avec des yeux nouveaux. Elle avait entrevu, pendant la nuit, l'homme dont elle était tombée amoureuse, celui capable d'une tendresse et d'une force insoupçonnée. Pour la première fois depuis l'église, ils eurent une vraie conversation, sans reproche ni accusation, seulement une vulnérabilité partagée. Il s'excusa, non pas pour le scandale, mais pour sa peur, pour l'avoir laissé seul affronter la tempête. « J'ai eu peur », avoua-t-il, la voix rauque. Peur de ne pas être à la hauteur, peur de devenir comme lui. Dans cet aveu simple et dévastateur, Chloé comprit que sa décision à l'église n'était pas un caprice, mais le début d'un chemin de rédemption. Cette nuit-là marqua un tournant. La bataille extérieure faisait rage, mais une alliance intérieure venait de se former. Ils décidèrent de ne plus se cacher, mais d'affronter la situation ensemble. Ils quittèrent la suite d'hôtel pour s'installer dans un des appartements plus discrets d'Antoine, un lieu neutre où il pourrait commencer à construire une nouvelle routine. Il commença à déléguer massivement au sein de son entreprise, annulant des réunions, libérant son agenda, pour une seule raison, être présent. Les appels concernant des acquisitions de plusieurs millions d'euros étaient désormais interrompus par des moments où il apprenait à changer une couche ou à préparer un biberon. Étaient des gestes maladroits, mais chaque tentative était une brique de plus dans la reconstruction de sa vie, une brique posée non plus pour son empire, mais pour sa famille. Cependant,
Alors qu'ils commençaient à trouver un fragile équilibre, leurs adversaires portèrent un coup encore plus dur. Les avocats de l'ex-fiancé, réalisant que la pression financière ne suffisait pas, changèrent de stratégie. Il ne s'agissait plus seulement d'argent, mais de destruction totale. Ils déposèrent une requête auprès du juge aux affaires familiales, demandant que l'on déclare Antoine un père instable et inapte, utilisant le scandale du mariage pour le dépeindre comme un homme impulsif et dangereux pour la sécurité d'un enfant. Sophia, qui avait été le catalyseur de sa rédemption, devenait maintenant une arme pour le anéantir. La bataille juridique se transformait en une lutte pour sa légitimité en tant que père. Un test ultime pour son engagement nouvellement trouvé. Le véritable combat ne faisait que commencer. La salle d'audience du tribunal de grande instance était un espace froid et impersonnel, où le poids de la loi semblait écraser toute humanité. Le bois sombre des lambris et le marbre gris du sol absorbaient la lumière, créant une atmosphère solennelle et intimidante. L'avocat de l'ex-fiancé, un homme au sourire carnassier et à la rhétorique acérée, était en plein réquisitoire. Il dépeignait Chloé comme une opportuniste manipulatrice et Antoine comme un homme capricieux, dont l'impulsivité mettait en danger la stabilité même de sa propre enfant. Chaque mot était une pierre lancée avec une précision cruelle, visant à briser leur dignité. Chloé restait assise, le dos droit, mais ses mains jointes sur ses genoux trahissaient sa tension, ses jointures blanches comme de la porcelaine. Antoine, à ses côtés, observait l'avocat avec un calme glacial, mais à l'intérieur, une rage sourde montait, non pas pour lui-même, mais pour la femme qu'on humiliait publiquement à cause de ses propres erreurs passées. Lorsque l'avocat eut terminé sa plaidoirie venimeuse, un silence pesant s'installa. Le juge, une femme d'âge mûr au regard impassible, se tourna vers Antoine. « Monsieur Lambert, avez-vous quelque chose à ajouter pour votre défense ?» Ses propres avocats se penchèrent vers lui, lui glissant des notes préparées, une stratégie de défense polie et factuelle. Mais Antoine ne les écouta pas. Son regard croisa celui de Chloé. Un univers de douleur et de confiance silencieuse y était contenu. Dans ses yeux, il ne vit aucune accusation, seulement le écho de la promesse qu'il était faite cette nuit-là, à l'hôtel, en veillant sur Sophia. D'un geste lent mais décidé, il fit signe à ses avocats de se rasseoir. Il se leva seul, s'avança légèrement, non pas comme un accusé, mais comme un homme prêt à affronter sa vérité. La surprise fut palpable dans la salle. Un murmure parcourut les bancs. Il prit une profonde inspiration, ses yeux fixés non pas sur l'avocat adverse, mais directement sur le juge. Sa voix, lorsqu'il parla, n'était pas celle du PDG autoritaire, mais celle d'un homme dépouillé de toute armure. « Votre honneur !» commença-t-il, sa voix étonnamment stable. L'avocat de la partie adverse a raison sur un point. J'ai été un homme lâche. Un frisson parcourut l'audience. J'ai passé ma vie à construire une forteresse de succès et de richesse, pensant que ces murs me protégeraient. Mais il ne faisait que m'isoler du seul sentiment qui donne un sens à l'existence. Quand j'ai appris que j'allais être père, j'ai eu peur. Une peur panique et irrationnelle de ne pas être à la hauteur, de répéter les erreurs de mon propre père. Alors, j'ai fait la chose la plus lâche qui soit. J'ai essayé de fuir mes responsabilités. Il marqua une pause, laissant le poids de son aveu emplir la pièce. Son regard se déplaça alors vers Chloé, et sa voix se brisa légèrement, chargée d'une émotion brute. J'ai passé 42 ans à construire des immeubles, à ériger des tours qui percent le ciel de Paris. Mais la seule chose de valeur que j'ai vraiment construite dans ma vie, dit-il. Sa voix vibrant de sincérité, c'est cette petite fille, et j'ai failli la perdre par peur. Être son père n'est pas un devoir. Ce n'est pas une obligation légale que cette cour doit m'imposer. C'est la seule chance que j'ai de devenir un homme véritable. Des larmes silencieuses se mirent à couler sur les joues de Chloé. Non pas des larmes de tristesse, mais de libération. Elle voyait enfin l'homme qu'elle avait toujours su qu'il pouvait être, se révélant au monde dans sa plus grande vulnérabilité. Un silence absolu tomba sur la salle d'audience. Les arguments juridiques, les accusations, tout cela semblait soudainement dérisoire,
insignifiant face à cette confession désarmante. L'avocat de la partie adverse resta bouche bée, sa stratégie réduite en cendres par une simple déclaration de vérité. Antoine retourna lentement à sa place, le corps vidé de sa tension. Il ne se souciait plus du verdict, de l'argent ou de sa réputation. La seule chose qui importait était la main de Chloé, qui trouva la sienne sous la table, leurs doigts s'entrelaçant dans un pacte silencieux et indestructible. Il avait perdu une bataille pour son image, mais il venait de remporter la guerre pour son âme. Le juge les observa longuement et pour la première fois, une lueur de compréhension, presque d'admiration, adoucit ses traits sévères. La véritable justice venait d'être rendue, non par la loi, mais par le cœur. Le verdict du juge fut plus qu'une simple décision légale. Ce fut une reconnaissance de la vérité humaine qui avait éclaté dans la froideur du prétoire. La requête fut rejetée. Les arguments de l'accusation balayés par l'honnêteté brute d'un homme qui avait choisi la vulnérabilité plutôt que la défense. En sortant du tribunal, Antoine et Chloé ne marchaient pas comme des vainqueurs triomphants. Ils étaient simplement un homme et une femme, tenant fermement la main l'un de l'autre, protégeant le petit couffin de Sophia des flashs des photographes qui crépitaient encore. Le bruit du monde extérieur, autrefois si assourdissant, n'était plus qu'un murmure lointain. Leur victoire n'était pas dans les gros titres du lendemain, mais dans le silence de la voiture qui les ramenait chez eux, un silence non plus pesant, mais rempli de la promesse d'un avenir qu'ils allaient enfin construire ensemble, sur des fondations d'honnêteté et non d'apparence. La première action d'Antoine fut de mettre en vente son penthouse, surplombant Paris. Cet appartement, autrefois symbole de sa réussite, lui apparaissait désormais comme une cage de verre, froide et impersonnelle. Quelques semaines plus tard, ils emménageaient dans une maison en meulière à Neuilly-sur-Seine, avec un jardin où une balançoire attendait déjà les rires futurs de Sophia. Ce N n'était pas une forteresse de luxe, mais un foyer. Antoine, l'homme qui avait dirigé des chantiers pharaoniques, passait désormais ses week-ends à monter des meubles de chambre d'enfants, à peindre des murs en des teintes douces et à planter des rosiers avec Chloé. Chaque clou qu'il enfonçait, chaque vis qu'il serrait, était un acte de réparation, une façon de déconstruire l'homme qu'il avait été pour bâtir, brique par brique, le père et le partenaire qu'il aspirait à devenir. Il découvrait la joie simple de créer un nid, un refuge contre le monde. Sa transformation étendit à sa vie professionnelle. Il restructura son rôle au sein de l'entreprise, nommant un directeur général pour gérer les opérations quotidiennes. Les réunions qui éternisaient jusqu'à tard dans la nuit furent remplacées par des bains et des histoires lues au chevet de sa fille. Ses partenaires d'affaires, d'abord sceptiques, finirent par voir un homme plus concentré, plus humain, dont les décisions étaient plus guidées par l'ego mais par un sens profond des responsabilités. C'est de cette prise de conscience que naquit l'idée de la Fondation Sophia Lambert. Antoine décida d'utiliser sa fortune et son influence non plus pour ériger des tours d'acier, mais pour soutenir les mères célibataires et les enfants non reconnus. Il voulait transformer sa propre faute, sa propre douleur, en un héritage d'espoir, offrant à d'autres les ressources et la reconnaissance qu'il avait failli refuser à sa propre famille. 1 an plus tard, par un après-midi ensoleillé de printemps, la scène était d'une simplicité désarmante. Dans le jardin de leur maison, Antoine poussait doucement Sophia sur la balançoire. Son rire cristallin se mêlait au chant des oiseaux, une mélodie qui valait tous les contrats du monde. Chloé, assise sur l'herbe, les regardait avec un sourire serein, un amour profond et apaisé dans les yeux. Il n'avait pas effacé le passé, mais il l'avait transcendé, construisant une famille non pas sur la perfection, mais sur le pardon et un amour redécouvert. La vie leur avait montré que les plus grandes batailles sont celles que l'on mène contre soi-même, et que la plus belle des victoires est de trouver sa place dans le cœur de ceux qu'on aime. C'est pour continuer à partager des récits de rédemption comme celui-ci que votre soutien est si précieux. Merci de vous abonner et de nous permettre de faire vivre ces histoires.